à propos d'une maladie que l'on a travaillé plus particulièrement, qui est la peste, avec une histoire qui commence au XVIIIe siècle, mais pour nous, il y a environ une quinzaine d'années, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on a développé ce champ de travail dans le laboratoire, et on a été quasiment le premier laboratoire en Europe et un des tout premiers au monde à lancer ce champ de la paléomicrobiologie. Donc vous voyez sur cette gravure, il y a eu différents épisodes d'épidémies qui ont été retracés de différentes façons en Europe, en particulier dans notre ville, et donc une série de quelques gravures ou peintures qui figurent un épisode extrêmement célèbre dans l'histoire de Marseille, qui est l'épisode de 1720, avec une deuxième vague épidémique 2 ans après, en 1722, dont on peut dire maintenant tout de suite qu'il s'agit effectivement d'une peste. Et donc cet épisode décrit là sur une peinture de Michel Serres, qui est un contemporain, puisque la peste en question, vous voyez, date de 1720, et Michel Serres, comme vous le voyez, est décédé 13 ans après. Donc c'est un contemporain, quelqu'un qui a vu les épisodes sous ses yeux et qui les a en partie photographiés, en partie figurés. Il s'agit d'une peinture, des éléments symboliques qui ne sont pas entièrement réalistes. Voici d'autres présentations rapidement du même peintre. Vous connaissez tous, je pense, la mairie. Et donc vous voyez les scènes où on emporte des cadavres sur des charrettes, donc sur la place de la mairie. Des détails plus grands, figure symbolique du bébé qui tête le sein de la maman morte, ça c'est une figure symbolique rhétorique sur la peste. Et donc on a des documents historiques en dehors des peintures, on a des documents historiques, des textes qui rapportent cet épisode de peste à Marseille, et vous voyez figuré par les flèches l'avancée de l'épidémie dans la ville, avec donc un départ finalement dans le coin de la Joliette, une extension sur le Panier qui était déjà dans la vieille ville de Marseille, et puis rapidement une extension sur la nouvelle ville de Marseille au XVIIIe siècle. Donc tout ça était la ville neuve au début du XVIIIe siècle, en particulier les galères qui avaient été installées, les galères royales qui avaient été installées là pour surveiller contribuer à surveiller la ville. Donc ça c'était les quartiers neufs, l'extension de l'épidémie, et puis au-delà de Marseille, l'épidémie a continué à s'étendre en Provence au sens large. Pour ceux qui aiment se balader dans la région, on tombe de temps en temps au pied du Luberon, sur ce type, ou au nord d'Aix-en-Provence, disons, sur ce type de choses, et il y a des documents historiques qui montrent que ces murs sont parfois les murs de la peste qui séparaient la région contaminée en aval de la région Seine, mais ces murs étaient gardés par des soldats, par des hommes en armes qui empêchaient les personnes de franchir le mur et éventuellement de disséminer la maladie infectieuse au-delà de la région. Nous avons travaillé avec le laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine, avec Olivier Dutour et Michel Signoli, qui ont été amenés à fouiller ce charnier, qui est un charnier démasqué dans le quartier du Panier, donc un charnier comportant plusieurs centaines de squelettes, dont rapidement ils ont pu mettre en évidence qu'il s'agissait en fait des morts sortis de l'Hôtel-Dieu, qui était l'hôpital des pestiférés pendant l'épisode de 1720. Et donc à partir de là, eh bien, ils nous ont fourni du matériel de squelette sur lequel nous avons pu travailler et avancer. Ce type de charnier que vous voyez là est caractérisé comme un charnier de catastrophe, c'est-à-dire qu'il comporte plusieurs corps dans une sépulture commune, une sépulture en général sommaire et en dehors du lieu habituel, c'est-à-dire en dehors d'un cimetière. Donc, effectivement, là c'est un charnier rue Leca, absolument en dehors de tout cimetière paroissial à Marseille à cette époque. Lorsque les anthropologues fouillent un charnier de catastrophe, eh bien, ils peuvent évoquer une mort violente, mais en général cela se démasque parce qu'il y a des plaies osseuses par arme blanche ou par arme à feu. Mais ensuite, il est assez difficile de faire la distinction entre un épisode de famine, un épisode de froid, ou bien entendu une maladie infectieuse épidémique. Il peut y avoir des documents historiques qui font peser la probabilité plus ou moins sur tel ou tel groupe de pathologies, mais généralement pas de certitude. Et bien entendu, nous avons contribué à étudier les épisodes épidémiques. Alors pour ce faire, on a mis au point avec Gérard Amoudaron ici au laboratoire, qui est lui-même de formation de POS, si ça fonctionne. On a mis en place un protocole qui nous permet de travailler sur la tube dentaire qui est contenue à l'intérieur de la chambre dentaire des dents. Et donc cette tube dentaire est tout à fait intéressante comme source d'ADN, comme source de molécules organiques au sens large. C'est quelque chose qui est bien préservé du milieu extérieur, bien entendu, en particulier
lavage des substances organiques. La dent elle-même est très très longtemps préservée. Dernière chose qui va rester de nous sur Terre, peut-être, moins matériellement, pas par l'esprit, mais matériellement, ça risque d'être nos dents finalement. Et donc c'est un tissu également très très vascularisé, c'est un tissu conjonctif extrêmement vascularisé qui est assez facile ensuite à travailler au laboratoire. Alors si l'on regarde la façon dont les différentes équipes dans le monde ont abordé la recherche des micro-organismes dans les échantillons anciens, vous voyez figurer par l'histogramme en bleu les publications qui recherchent l'ADN microbien ancien et en rouge les publications qui s'adressent à détecter d'autres molécules microbiennes que l'ADN. Donc il y a en gros deux possibilités. Une première possibilité, c'est de détecter des molécules hors ADN. On peut détecter par exemple des lipides, et c'est ce qui a été fait pour la recherche de tuberculose ou de lèpre. Donc il y a quelques articles dans lesquels les auteurs ont détecté des acides glycoliques sur des échantillons humains anciens pour mettre en évidence une tuberculose ancienne, ou plus rarement d'ailleurs une lèpre ancienne par différentes méthodes. Et puis bien entendu, on peut essayer d'analyser les protéines, et il se trouve que les os ou bien pulpe dentaire sont des tissus qui préservent un certain nombre de protéines au cours du temps. Et bien entendu, ces protéines peuvent elles-mêmes avoir une signature spécifique d'une espèce, y compris d'une espèce microbienne. Donc c'est y compris ce que l'on a contribué à mettre au point au laboratoire, où en partant toujours pareil de la pulpe dentaire, pour ce qui nous concerne, eh bien, il est possible d'extraire les protéines et puis de réaliser soit un test ELISA à partir de ces protéines, soit surtout une technique d'immuno-PCR. Et donc il y a un travail qui a été mené par Nada il y a quelques semestres dans le laboratoire, qui a mis au point une technique d'immuno-PCR permettant de détecter, dans ce cas, la bactérie Yersinia pestis, qui est l'agent responsable de la peste. Donc vous voyez, il y a une première voie de travail qui est de travailler sur des molécules non ADN, en particulier des protéines. Et puis une deuxième voie, qui est celle que l'on avait empruntée initialement, qui est d'aller rechercher l'ADN des agents infectieux, le séquencer, pour faire simple, et de pouvoir détecter et identifier ce fait des agents infectieux. Alors travailler sur l'ADN peut poser quelques limites sur l'ADN ancien, le principal étant bien entendu la contamination, mais également le fait que cet ADN est réputé chimiquement altéré et réputé cassé en petits morceaux. On verra que cette notion-là n'est pas tout à fait vérifiée expérimentalement. Une question donc posée, c'est évidemment la contamination. Pour répondre à cette contamination, on a mis au point un protocole que Didier a appelé suicide PCR à ce moment-là. Ça fait maintenant quelques temps que ceci est mis au point. C'est un protocole qui vous a déjà été présenté. Il a été mis au point pour l'ADN ancien, mais c'est un protocole qui a été ensuite transposé pour le diagnostic moderne des infections modernes. Donc c'est quelque chose qu'on vous a déjà présenté dans le cadre du diagnostic des maladies infectieuses au quotidien au laboratoire. Donc, vous savez qu'on n'utilise pas de contrôle positif et que schématiquement on va changer d'amorce de PCR à chaque expérimentation afin de cibler à l'expérimentation N+1 une région différente de celle que l'on a amplifiée à l'expérimentation N pour évidemment supprimer le risque de contamination d'une manipulation à l'autre à l'intérieur du même laboratoire. Et donc ce faisant, eh bien, nous avons pu démontrer sur le charnier de 1722 que je vous ai présenté à Marseille qu'il s'agissait bien de la bactérie Yersinia pestis, et puis nous avons pu étendre cela à différents charniers en France en travaillant avec différentes équipes d'anthropologie. Une étape de plus, toujours basée sur l'ADN, a été de mettre en place un système de génotypage de la bactérie Yersinia pestis que l'on a appliqué à ces différents charniers et qui nous a permis de montrer que pour le moment, dans nos données à nous, eh bien, on détecte uniquement un des variants de la bactérie Yersinia pestis. Cette bactérie contient différents variants phénotypiques qui s'appellent orientalisme, médiévalisme, antipois, microtus, qui sont distingués sur quelques caractères biochimiques de base. Et l'on a pu transposer ces phénotypes différents en un système donc, de génotypage par multispacer sequence stacking. Là aussi, ce système a été mis au point initialement dans le laboratoire pour ses travaux de paléomicrobiologie et ensuite dérivé sur les travaux de diagnostic de microbiologie des infections contemporaines. Et donc, ce faisant, eh bien,
nous avons montré que dans ces différents charniers, pour l'instant, nous trouvons essentiellement un des variants, enfin uniquement d'ailleurs un des variants, qui est un variant de type orientalis, et ce résultat est contredit par d'autres équipes qui travaillent maintenant sur la peste en Europe et qui ne trouvent pas nécessairement le variant orientalis et qui trouvent éventuellement des génotypes un petit peu différents. Donc il y a des travaux en cours pour essayer d'avancer sur cette question, savoir s'il y a plusieurs clones de Yersinia pestis qui ont été responsables de différents épisodes de peste ancienne, ou bien s'il y a, comme nous donnait pour l'instant le nom, essentiellement un variant orientalis. Et donc voici, vous voyez, les données actuelles que Nada avait rassemblées dans son article sur si vous éclaire, les différents sites archéologiques sur lesquels actuellement la peste a été démontrée. Ce sont tous des sites d'époque médiévale, d'époque moderne, schématiquement. Et puis vous voyez figurer par le code couleur les différentes méthodes qui ont pu être utilisées. Encore une fois, vous voyez des méthodes qui sont basées sur l'ADN, des méthodes qui sont basées sur la détection de protéines. Tout ça pour dire donc, que maintenant, il est tout à fait établi qu'un certain nombre de ces épisodes d'épidémie ancienne étaient bien des épisodes de peste par différentes méthodes, différents auteurs, différentes équipes dans différents foyers. Donc cette question-là, qui a été pendant, je dirais au siècle dernier, qui a été débattue, n'a plus lieu de l'être. On a bien eu différents épisodes de peste à Yersinia pestis en Europe médiévale et en Europe moderne. Nous avons également investigué un foyer à Bondy qui était intéressant parce que dans le cas de ces individus, on a pu détecter une co-infection peste et Bartonella quintana. Alors c'est un point qui est intéressant pour nous sur la réflexion de la transmission de la peste. En effet, vous savez que Bartonella quintana est une bactérie transmise par le flux de corps. On l'a présenté encore, je crois, la semaine dernière ou très récemment. Et donc le fait de co-détecter chez les individus une bactérie Bartonella quintana transmise par le groupe de corps et la bactérie Yersinia pestis peut faire poser la question, est-ce que Yersinia pestis aussi est transmis par le groupe de corps? Et donc c'est une question sur laquelle on a en parallèle avancé expérimentalement dans le laboratoire sur un modèle animal avec plusieurs doctorants qui ont travaillé sur ce sujet. Et ce qui nous permet d'émettre l'hypothèse que l'on peut probablement compléter ce schéma classique de transmission de la peste par la puce des rongeurs sauvages. Probablement ce schéma n'est pas complet pour rendre compte de l'épidémiologie de la peste et que peut-être on peut ajouter sur ce schéma un maillon supplémentaire qui est une transmission interhumaine de la bactérie Yersinia pestis par le coup de corps. Donc pour l'instant, c'est notre schéma actuel basé, je vous dis, sur à la fois des données expérimentales et sur nos travaux de paléomicrobiologie. Ça reste à démontrer, mais on ne désespère pas de le faire. Et si c'est le cas, ce n'est pas indifférent. Ça laisse supposer que dans les régions où vous avez à la fois des hommes, à la fois des poux et à la fois de la peste, eh bien peut-être que pour limiter l'extension de la peste, il faut également agir sur les poux, ce que l'on sait faire par ailleurs, puisque c'est également un thème de travail dans le laboratoire. Alors un peu plus récemment, on a travaillé à nouveau en réalité sur un charnier qui est un charnier situé à Issoudun. J'imagine que personne ne sait où se trouve Issoudun, c'est un joli département de l'Indre. Et donc, toujours est-il que les anthropologues ont fouillé ce charnier, qui est un charnier un peu extraordinaire sur le plan anthropologique, parce que vous avez la courbe des âges qui est figurée à droite, et c'est un charnier qui est caractérisé par le fait qu'il y a beaucoup de très jeunes, d'enfants, de très jeunes individus, qui représentent la majorité du charnier. Ça, c'est très inhabituel dans ces charniers de catastrophe. La plupart du temps, il n'y a pas de répartition en âge bien précise, ni en sexe d'ailleurs. Là, il y a une répartition en âge qui est assez spécifique. Et cette répartition en âge assez spécifique avait fait évoquer aux anthropologues, et puis à nous aussi par la suite, la possibilité de maladies infectieuses plutôt infantiles mortelles, et on avait travaillé dans ce sens sans rien trouver. On avait également cherché par des méthodes classiques la peste dans ce charnier, on n'avait pas trouvé non plus. On a aussi une figure un peu plus rapprochée de ce charnier de catastrophe, et puis le plan de ce charnier de catastrophe pour figurer les pulpes dentaires sur lesquelles nous avons travaillé. Et nous avons repris les échantillons de ce charnier d'Issoudun en utilisant cette fois-ci le séquençage massif qui est figuré par les deux machines dont on dispose au laboratoire, qui est une approche qui a été utilisée assez récemment dans la littérature pour démasquer la peste de Londres, mais avec une propriété technique particulière qui est que les auteurs, là, ont extrait l'ADN
de la pulpe dentaire d'ailleurs. Ils ont confirmé le fait que la pulpe dentaire était une source intéressante d'ADN de Yersinia pestis. Et ils ont enrichi cet ADN de pulpe dentaire en utilisant une puce à ADN qui figurait la bactérie Yersinia pestis, un variant particulier d'ailleurs. Ils ont enrichi ainsi l'ADN en Yersinia pestis, ils ont décollé leur ADN qui avait été attrapé par la puce Yersinia pestis et ils l'ont séquencé ensuite. Dans notre travail, nous n'avons pas utilisé cette étape d'enrichissement qui, bien entendu, biaise nécessairement l'ADN que vous allez séquencer derrière vers ce que vous avez mis sur la puce, en fait, tout simplement. Et donc, ce faisant, en séquençant brutalement comme ça l'ADN extrait de la pulpe dentaire d'individus issus d'un, on a pu en réalité retrouver deux séquences, vous voyez, qui ont leur meilleur match avec Yersinia pestis. Et nous avons confirmé dans un deuxième temps la présence d'ADN de Yersinia pestis en réalisant une PCR suicide, deux PCR suicides d'ailleurs, successivement avec deux cibles différentes. Et donc c'est un premier exemple à ma connaissance où on utilise le séquençage massif sans manipuler du tout l'ADN extrait pour détecter un micro-organisme pathogène, en l'occurrence à partir de la pulpe dentaire, en l'occurrence Yersinia pestis. Et au cours de ce travail, on a obtenu des longueurs de fragments relativement importants, vous voyez, de 500 bases en gros, ce qui est également une donnée expérimentale intéressante parce qu'elle contredit un petit peu des théories qui avaient été faites. Je vous disais tout à l'heure en présentation que l'ADN ancien est réputé fragmenté en petits morceaux, en morceaux de moins de 100 bases. En réalité, lorsqu'on reprend les données publiées, eh bien, on se rend compte que la gamme des fragments amplifiables est relativement importante et va bien au-delà d'une centaine de bases. Également sur les travaux de paléo-métagénique humaine, en l'occurrence, disons mammifères au sens large, ou bien si l'on regarde l'ensemble des micro-organismes qui ont été détectés actuellement, vous voyez la tuberculose, la peste, Salmonella enterica, Bartonella quintana, on a une gamme de fragments relativement importants. En réalité, cet ADN ancien, tout au moins l'ADN ancien microbien, n'est pas fragmenté en tout petits morceaux, valeur moyenne de l'ordre de 300 bases, ce qui n'est pas si mal. Enfin, un dernier travail, peut-être le plus récent, que nous avons réalisé dans le laboratoire, était de travailler à nouveau d'ailleurs sur les charniers de peste que je vous ai présentés, et on a posé une question différente qui est: est-ce qu'il y a une influence ou pas finalement de l'haplotype de l'individu qui est en dessous, et plus précisément en travaillant sur le récepteur CCR5 qui vous a été présenté, je crois, par ailleurs, puisque c'est un des co-récepteurs connus pour certains variants du virus VIH, donc il sert à l'entrée de certains variants VIH à l'intérieur de lymphocytes. Et il avait été montré qu'une délétion de 32 bases dans le gène de ce récepteur faisait en sorte que ce récepteur n'était plus exprimé à la surface des lymphocytes, de sorte que le virus VIH ne pouvait plus entrer. Ça, c'est une chose. Ensuite, le deuxième point, et il y a une répartition géographique en Europe tout à fait remarquable de cette délétion du récepteur, avec un gradient nord-sud qui est quand même tout à fait spectaculaire et indiscutable. Et donc les différents auteurs se sont posé la question de savoir s'il y avait eu un facteur qui avait pu influencer cette répartition géographique, et tout naturellement, l'hypothèse d'une épidémie qui aurait sélectionné, vous voyez, le variant Delta 32 du récepteur a été évoqué, et parmi les épidémies, la peste. Les résultats publiés jusqu'à notre travail étaient en réalité très controversés. Certains travaux tentant de montrer que oui, les pestes anciennes avaient pu sélectionner ce variant DLT, d'autres travaux expérimentaux montrant le contraire. Donc, pour aller très très vite, eh bien, nous sommes repartis à nos charniers de peste et on a fait en quelque sorte une co-détection par une méthode de pyroséquençage qui est figurée par ce graphe. C'est un graphe de pyroséquençage, par le petit pyroséquenceur cette fois-ci. On a à la fois détecté la présence ou non de la bactérie Yersinia pestis, de son ADN bien sûr, et à la fois la présence ou non de la délétion Delta 32. Et pour aller vite, eh bien, on est tombé sur un individu du charnier des Veillettes à Martigues, qui est donc un charnier 1720, là de peste 1720, et on a montré un individu qui à la fois présentait la délétion Delta 32, donc il n'exprimait pas à la surface de ces cellules ce récepteur, et à la fois infecté par la peste, qui permet sur un seul individu de répondre de façon définitive à une question qui était posée de façon redondante dans la littérature, qui est que la délétion Delta 32 ne protège clairement pas
contre la bactérie Yersinia pestis. Donc l'ensemble de ces travaux permet d'éclairer les données historiques et anthropologiques sur les 3 grandes vagues de peste qui ont été responsables d'épidémies depuis environ 2000 ans en Europe, et puis permet également de montrer que les auteurs, depuis le Moyen-Âge, en réalité, les gens qui nous ont précédés comme médecins depuis le Moyen-Âge savaient bien reconnaître une entité quand même assez particulière qui est le bubon, figuré ici, le bubon épidémique, donc l'explosion de plusieurs cas de bubon en même temps dans une même ville, était quelque chose qui était déjà bien reconnu par les médecins depuis plusieurs siècles et qui effectivement correspondait bien à l'épidémie de peste. Et donc les travaux, comme je vous l'ai un petit peu indiqué, que l'on réalise sur l'ADN ancien, permettent également d'éclairer les choses que l'on réalise en diagnostic des infections modernes. Très bien. Et puis alors, bubon, ça veut dire haine. Ça vient de là. Le mot bubo, c'est le mot grec qui veut dire haine.